Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales. Vous êtes présentement sur les ondes de Chiz 94.3. Donc, lors du dernier épisode, j'ai été accompagnée de Paul et Nema qui nous ont parlé d'inclusion et de représentation en lien avec l'histoire, l'histoire des Noirs. Puis aujourd'hui, on change complètement de sujet. Je suis accompagnée de Jérémy. Donc, bonjour Jérémy, bienvenue. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Moi, ça va bien, merci. Bon. Avant de commencer, j'aimerais juste que tu nous parles un peu de toi. T'es qui? Si t'as des implications? Ça, c'est le fun de parler de soi. Je vais profiter du temps. Non, sérieusement, Jérémy Saint-Pierre, j'ai 19 ans. Je suis à la première année dans mon BIAPRI. Fait qu'il me reste 3 ans parce que je fais un double bac en droit. Et puis, j'ai plusieurs implications. J'ai écrit quelques papiers que j'ai envoyés, 2 à la presse et puis sinon dans d'autres médias. J'ai aussi, je gère le Socialium pour cet hiver. J'ai le grand plaisir de faire ça avec 2 amis. D'ailleurs, le sujet dont je parle aujourd'hui, il va y avoir un sujet là-dessus dans le Socialium de cet hiver, donc la revue des sciences sociales pour ceux qui sont intéressés. Et puis sinon, j'écris aussi pour Impact Campus et je suis engagé au Parti québécois, ce que je dis tout le temps pour que tout le monde sache où est-ce que je loge. Voilà. Donc aujourd'hui, Jérémy, tu es là pour nous parler et je viens de Montréal, oui, je viens de Montréal. Je suis absolument pas à ma place. Bon, voilà. Donc, comme je disais, Jérémy, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la crise de la masculinité qui est justement le sujet de la revue Socialium que tu vas sortir bientôt. Premièrement, moi, je voudrais savoir, c'est quoi? En gros, avant de nous expliquer plus c'est quoi, peut-être en une phrase, c'est quoi la crise de la masculinité. Puis après ça, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là, puis pourquoi c'est vraiment important pour toi. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches là-dessus, puis justement, pour qu'une revue complète ait ce sujet-là, ça doit vraiment te toucher. Fait que j'aimerais savoir pourquoi c'est important pour toi, ce sujet-là. Ouais, déjà, le sujet, c'est le discours de crise de la masculinité. D'accord. En fait, le discours de crise de la masculinité, en 30 secondes, c'est un discours public tenu par à la fois des personnalités et des gens dans notre entourage, des gens entre guillemets normaux, qui vient à prétendre que les hommes seraient en crise, les hommes vont mal, la masculinité est en question, les hommes angoissés, qu'avons-nous fait de nos jeunes garçons, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes hommes, tout ce genre de discours-là, et qui pointent en général les féminismes, le mouvement féministe ou le mouvement woke comme ayant détruit, déconstruit la masculinité. Donc ça, c'est un peu le discours de crise de la masculinité. Moi, en fait, cette recherche-là est vraiment née d'un étonnement, en fait. J'écoutais des vidéos, je lisais des journaux, je lisais des livres, et puis j'entendais parler tout le temps de ces « Ah, les hommes vont mal, c'est terrible, qu'est-ce qu'on a fait? » Et puis là, je me disais, c'est quand même incroyable qu'on dise que les hommes vont mal. C'est pas un discours commun, moi, je dirais, à notre époque, on parle beaucoup de féminisme, mais pas nécessairement que les hommes vont mal, là. On parle de féminisme, mais moi, je trouve qu'on parle étrangement beaucoup de que les hommes vont mal, et particulièrement sur Internet, quand on regarde des gens comme Jordan Peterson, des gens comme Andrew Tate, comme Ben Shapiro, comme Joe Rogan, c'est des gens qui font des millions de visionnements sur ce sujet-là. Et puis ça, c'est aux États-Unis, puis on a souvent tendance à dire que c'est juste les États-Unis, mais en fait, en France, il y a Éric Zemmour, il y a Thaïs Descuffon, il y a Marion Maréchal, et puis ici au Québec, on a Mathieu Bock-Côté qui a fait quelques chroniques sur le sujet. Bon, Richard Martineau, c'est ça. Et donc, j'avais tous ces gens-là qui me disaient ça, et puis là, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les hommes, ils font en général plus d'argent, c'est plus facile, ils travaillent moins à la maison, c'est quand même 1 heure de moins par jour en moyenne en Occident, le travail personnel pour les hommes par rapport aux femmes sur la durée d'une vie. C'est quand même incroyable, 1 heure de moins par jour. Mais quand même, les gens se plaignent que l'identité sera en crise. Alors là, j'ai voulu chercher un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, et puis je suis tombé sur des chercheurs québécois en plus, qui font référence dans le monde au niveau du discours de crise de la masculinité. Francis Dupuy-Derry, Diane Lamoureux, que j'ai passé tous les 2 en entrevue. Et aussi, son nom, Mélissa Blais, voilà, qui est passée à Tout le monde en parle sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu de là que c'est parti. Tu as un peu répondu à la question, mais comment ce sujet-là, il s'inscrit dans la discussion féministe? Premièrement, moi, je suis un homme, donc je n'ai pas de regard à poser ni de jugement à porter sur le mouvement féministe. Le mouvement féministe, c'est un mouvement de femmes et nous, on ne peut être qu'alliés. On ne va certainement pas prendre la place de qui que ce soit. Donc, à partir de ce que ça s'est dit, je pense que le masculinisme, ou en tout cas le mouvement masculiniste, le mouvement de crise de la masculinité, c'est en premier lieu une réponse au mouvement féministe. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les antiféminismes, c'est-à-dire les théories qui vont venir organiser des ressacs
contre les mouvements féministes. Et ça, à chaque fois qu'il y a un mouvement féministe dans l'histoire, eh bien, on voit ce genre de discours-là qui revient. Et donc, d'une certaine manière, pour les féministes, en tout cas, pour moi, en tant que chercheur qui m'intéresse à ces questions-là, ben, c'est important de comprendre à la fois comment le mouvement féministe fonctionne, mais aussi qu'est-ce qui s'oppose à lui. Et quand il y a des gains féministes, qu'est-ce qui arrive en retour? Je vais donner un exemple rapide. Lors de la tuerie de Polytechnique, en 89. Donc, on a un homme qui rentre à l'Université Polytechnique et qui abat une quinzaine de femmes juste parce qu'elles sont des femmes. Qu'est-ce qu'on voit dans les journaux après? On voit des dizaines de papiers indiquant que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à nos hommes? Cet homme était fou, qu'est-ce qui l'a rendu fou? Ça y est, les féministes ont exagéré, ils ont poussé les hommes à faire des tueries de masse. À un point tel où les féministes il y a énormément de féministes qui se sont retournés sur la défensive parce qu'on les accusait d'avoir provoqué cette tuerie-là. Et là, on voit très bien qu'à partir de ce moment-là, Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry, qui étaient tous les deux à l'Université de Montréal à ce moment-là, se sont dit, mais incroyable comment une tuerie de masse anti-féministe en vient à se retourner contre les féministes parce qu'on prétend qu'ils auraient déconstruit la masculinité et que ce pauvre homme. Alors, dans ces situations-là, c'est absolument important de comprendre comment ces mécanismes-là fonctionnent. Sinon, tu te retrouves tout le temps sur la défensive, en fait. Oui. Là, tu parles il y a eu des constatations dans les années 80, début 90. C'est quoi les fondements de ce mouvement-là? Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait-tu plus longtemps que les années 90? Oui, ça fait plus longtemps. Je sais pas si c'est capable de me répondre, mais c'est quoi justement qui a parti ce mouvement-là? Bon, déjà, on a une magnifique citation qui nous date de moins 200 avant Jésus-Christ, où on a un sénateur qui nous dit, je mets en citation, « Les femmes sont devenues si puissantes que notre indépendance est compromise à l'intérieur même de nos foyers. » Alors ça, c'est moins 200 avant Jésus-Christ dans l'Empire romain. Okay. Et il nous disait ça, le sénateur, parce que les femmes pouvaient maintenant conduire des chars. Ça, c'est pour vous dire à quel point est-ce que ce discours-là, il date. Lorsqu'on nous dit les féministes ont détruit, ça fait 50 ans. Avant ça, tout était beau, mais depuis 50 ans, les féministes ont tout détruit. Ben, en fait, il y a des gens qui disaient ça il y a 2000 ans. À partir de là, quels sont les fondements? Ben, c'est un peu difficile parce que finalement, à travers l'histoire, il y a plein de manifestations différentes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà un point commun c'est une forme de discours victimisant ou victimisateur. C'est-à-dire qu'on dit les hommes sont des victimes et ils sont des victimes de quelque chose, c'est-à-dire des féministes. Pas forcément des féministes à tous les coups. Ça peut être des élites progressistes, ça peut être d'autres éléments, mais en tout cas, très certainement, les hommes sont des victimes. À partir de là, il y a des éléments qui vont revenir. Tout ce qui a trait à la séduction, on peut plus séduire, qu'est-ce que c'est devenu la drague, je peux plus flirter, je me fais accuser d'agression sexuelle directe. Ça, c'est des discours qu'on entend depuis très longtemps. Tout ce qui a trait à la castration des hommes, c'est-à-dire on a empêché les hommes d'être des hommes. Parce que maintenant, être un homme, c'est vu comme mal, donc j'ai plus le droit de m'exprimer, je suis obligé de me taire. Tout ça, on l'entend depuis très, très, très longtemps. C'est assez étrange, en fait, parce qu'un discours de crise, c'est censé être une crise. Donc, c'est censé être là, à quelque part, d'un contexte précis. C'est pas censé être une permanence historique. En fait, moi, dans l'article pour le Socialum, je fais depuis 150 ans. Depuis 150 ans, on a des anarchistes, des anarcho-syndicalistes du 19e siècle qui nous disent qu'il y a une crise de la masculinité. Ensuite, on a la fin de l'Ouest-Folle aux États-Unis. On a Theodore Roosevelt qui nous dit qu'il y a une crise de la masculinité, c'est terrible, les hommes peuvent plus. On a ensuite la guerre, on nous dit les hommes c'est terrible, machin. L'entre-deux-guerres, il faut faire plus d'enfants, donc les Allemands sont plus masculins que nous, les Français sont pas assez masculins, c'est terrible, crise de la masculinité. Après ça, on a après la guerre la consommation, alors crise de la masculinité, les hommes sont rendus des consommateurs, c'est incroyable. Puis là, depuis 10 ans à peu près, là c'est rendu avec les questions de genre, les questions de ça, on dit c'est terrible, crise de la masculinité. Donc c'est un discours qui est permanent. Et ça renforce un peu l'idée selon laquelle c'est un discours qui est essentiellement une stratégie politique qui vise à contrer l'avancée du féminisme. Et à chaque fois qu'on a un petit gain, ben là, c'est terrible. On vient d'éliminer les chances pour les hommes sur Terre. C'est un peu comme ça. Tu dis que c'est parti ça fait 2000 ans à peu près là, que ça existe? Ça existe depuis qu'on a des traces écrites. Et puis dans tous les pays d'ailleurs, à travers les cultures, on a des discours de crise de la masculinité. La question que je voulais en venir, c'est est-ce que tu crois, selon toi, que c'est un discours justement qui est archaïque et qui n'a plus raison d'être aujourd'hui? C'est une bonne question. Du point de vue des auteurs, il n'est pas archaïque parce qu'il y a encore des progrès du féministe.
Donc, en ce sens-là, si on dit que le but du discours, c'est de contrer le féminisme, ben, il est encore pertinent parce que il y a encore des avancées féministes et une chance. Bon, maintenant, moi, c'est pas mon point de vue. Si j'arrive avec mon point de vue, je pense qu'il n'a jamais été pertinent, ce discours-là. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, on est peut-être au moment de l'histoire où les femmes ont le plus de droits. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a 2200 ans, même si les hommes se plaignaient, il y avait encore moins de droits qu'aujourd'hui. Alors, s'il n'est pas pertinent aujourd'hui, et moi, je ne pense pas qu'il est pertinent aujourd'hui, il n'a jamais été pertinent dans l'histoire. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, puis c'est ça qui est évidemment difficile avec une recherche sur ce sujet-là. Et avec ces sujets-là en général, ben, c'est sûr que, je veux dire, moi, j'ai 19 ans, j'ai eu des amis qui ont eu des moments très difficiles. Oui. Tout le monde en a eu. C'est très difficile pour tout le monde. Et donc, c'est difficile d'arriver et de dire, non, en fait, vous ne souffrez pas, c'est faux, vous faites juste inventer. Donc, il faut s'attaquer à ces souffrances-là et puis se rendre compte que ces souffrances-là, les femmes souffrent aussi. Oui. Les hommes souffrent pour plein de raisons. Et puis, pointer un bouc émissaire, c'est très facile. Dire que c'est la faute des féministes, c'est vraiment simple. Dire que c'est la faute de Trudeau, bon. Mais fondamentalement, les causes sont plus profondes que ça. Et d'une certaine manière, même si depuis 2000 ans, mettons qu'on dit que depuis 2000 ans, les gens souffrent en général, ça fait quand même 2000 ans que les femmes subissent cette inégalité-là qui se rajoute aux souffrances habituelles. Si tu trouves que ce discours-là est plus ou moins pertinent, est-ce que j'allais dire ton obsession, mais pas ton obsession, mais... Ah, depuis 3 mois, c'est un peu obsessif. OK. Bon, il faut être un peu obsédé pour travailler autant, là. Ouais. Où ce que je veux en venir, c'est est-ce que... Ben, dans le fond, je veux savoir pourquoi tu recherches autant sur ce sujet-là si tu trouves qu'il n'est pas pertinent. Est-ce que c'est pour faire valoir ton opinion que tu le trouves plus ou moins pertinent ou c'est juste parce que ça t'intrigue comme la psychologie derrière ce discours-là? Non, ça me gosse. OK, ça te dérange. Ça me gosse, c'est tout. Non. Mais oui, ça me gosse. Puis deuxièmement, est-ce que... Je me suis beaucoup intéressé aux raisons. Okay. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils font ça? Et à ce niveau-là, je dépasse personne. Mais je vais au-delà de ce que vont dire les experts sur le sujet. Je vais y aller... Moi, je pense que c'est un mouvement, oui, de ressac qui vise à contrer, mais c'est un mouvement aussi populiste dans le sens où il y a une interaction entre les gens qui écoutent ce discours-là et les gens qui le produisent. Okay. On va y revenir sans doute. Mais c'est pas parce que je ne pense pas que ce discours-là est vrai que je pense pas qu'il y a des impacts. Les incels, les communautés de célibataires involontaires, c'est des communautés en ligne de jeunes hommes ou d'hommes en général qui ont décidé de s'exclure de la société avec des femmes parce qu'ils auraient subi des préjudices incroyables à cause des femmes. À chaque fois qu'il y a un attentat, ça prend pas 2 minutes qu'il y a quelqu'un sur un groupe d'incels qui demande si c'est un brother qui a fait l'attentat et qui félicite d'avoir tué autant de personnes et puis qui vont compter pour voir. Ah, c'est des mouvements qui sont extrêmement violents. C'est des mouvements qui ont des impacts dans notre vie. Et au-delà de ça, ça a un impact politique, c'est-à-dire parce que dans les années 2007-2008, le mouvement principal du mouvement masculiniste, c'était, alors qu'aujourd'hui, c'est souvent le développement personnel Andrew Tate. Ouais. Il y a 15 ans, c'était les pères séparés, les pères divorcés malheureux, les Fathers for Justice, par exemple. Okay. Et il y avait eu des pressions au gouvernement du Québec pour faire changer le ministre, c'est le ministre de la Condition féminine qui voulait devenir le ministre de l'égalité des sexes, ou le secrétariat à la Condition féminine qui deviendrait le secrétariat à l'égalité des genres, parce qu'on disait que, oui, les femmes subissent des préjudices, mais regardez, les pauvres hommes divorcés involontaires, eux aussi, ils subissent des préjudices, et il faut défendre les hommes, et voilà. Et donc, ce mouvement-là, il a des impacts politiques, même si, en tant que tel, je pense qu'il ne représente pas la réalité. Donc, c'est un peu pour ça. Et puis après, voilà, ça m'intéressait. J'avais besoin d'un sujet, ça me gossait. Donc, je suis parti dessus. Là, il ne faut pas chercher le midi à 14h. Là, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ce mouvement-là, il parle beaucoup d'acquisition de droits des femmes, puis du monde qui trouve ça choquant et tout. Mais y a-t-il d'autres contextes qui font que ce mouvement-là émerge ou c'est vraiment juste tout ce qui a trait au féminisme? Non. Alors, en fait, ça, j'en ai parlé avec Francis Dupuy-Derry. Je vais le dire, là, Francis Dupuy-Derry, c'est un prof de sciences politiques à l'UQAM, qui est spécialisé en antiféminisme et en mouvements sociaux. Okay. Quelqu'un avec qui je ne partage pas grand-chose sur les opinions politiques, mais qui est très, 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 très brillant sur ce sujet-là et très connaisseur et il a fait un travail remarquable. Et Diane Lamoureux, c'est une ancienne prof de sciences politiques ici à l'Université Laval. Donc, voilà.
félicitations à ces deux personnes. Ça apparaît dans plusieurs contextes. En général, ça apparaît en réponse à un mouvement féministe, mais par exemple, lorsque, en général, la société a des difficultés, on va voir ces mouvements-là apparaître. Je donne un exemple. Entre les deux guerres, en Europe, il y avait pas forcément... Il y avait une avancée du féminisme, mais c'était pas aussi tant important que la natalité. Il fallait faire plus d'enfants parce qu'il fallait battre les Allemands ou battre les Français. Et donc là, on a vu des discours antiféministes qui disaient là, les femmes, ils doivent retourner à la maison, il faut qu'ils aient des enfants, là, ça n'a pas de sens. Là. Les hommes, c'est fait pour travailler. C'est quoi cette histoire-là? Là? Les hommes, ils ne peuvent plus faire d'enfants. Ça y est, c'est la perte de la fertilité. Les Allemands vont nous battre. Cette situation-là, elle ne venait pas forcément d'un mouvement féministe, mais elle venait d'une situation dans la société qui faisait qu'on avait besoin de quelque chose. Alors là, on a tapé sur les femmes sur ce sujet-là. Donc, c'est ça. Puis, je rajouterais aussi qu'il y a une... Non, je ne vais pas parler de ça tout de suite. Je vais attendre. Je divaguerai. Je voulais justement... j'avais une question justement en lien avec le... Tu dis que, mettons, dans 2 guerres, il y avait besoin de plus d'enfants et tout, mais il n'y avait pas justement besoin des femmes pour les tâches plus quotidiennes. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à travailler justement dans l'entre-deux-guerres et tout pour... c'est soit des soins infirmiers ou même des fois dans les usines pour fabriquer des armes ou du matériel. Exact. C'était pas justement un peu... à l'encontre de l'objectif commun? Ben, en fait, effectivement, durant les guerres, les femmes ont gagné énormément de droits. Oui. Même partout dans le monde, puis après, durant les 2 guerres mondiales. Mais ça ne change rien qu'il y avait ce discours-là, surtout dans les revues conservatrices. Okay. Par exemple, dans l'Action française, qui était une revue conservatrice en France, où on avait ce discours-là qui dit qu'il faut faire des enfants. Okay. Donc, toutes les excuses sont bonnes pour ramener les femmes à la maison en général. Tu dis que ce discours-là, il était beaucoup dans les revues. Est-ce qu'il était principalement dans les revues? Ben, juste dans les revues ou c'était, mettons, des discours sur la place publique ou même dans les instances gouvernementales? Alors, c'est sûr qu'il y a... Ça vient en général, parce que ça vient des réseaux plus conservateurs. Et les réseaux plus conservateurs, en général, qui vont être dans tout ce qu'on appelle le mouvement conservateur social ou ce qu'on appellerait aujourd'hui les conservateurs sociaux. Bon. Et donc, les revues ont été très importantes. Et non seulement les revues, mais les médias. Aujourd'hui, quand on parle d'Andrew Tate, de Jordan Peterson ou de Ben Shapiro, ce sont des gens qui sont sur YouTube, qui font des vidéos, et puis qui parlent de leurs vidéos comme ça. Et quand on parle des chaînes de YouTubers masculinistes qui disent aux hommes d'aller au gym et des choses comme ça, c'est sur YouTube. À mon avis, et je dis mon avis parce que là, je n'ai pas spécifiquement analysé cette question-là, mais je pense qu'il y a toujours eu une prévalence plus importante dans les médias que dans la sphère politique. Ceci dit, des gens comme Joseph Proudhon, qui est un anarchiste français, très bien connu, de gauche. Dans ses livres, il y a des phrases terribles sur les femmes. Là. C'est un antiféministe connu. Et lui, il était en écriture. Et donc, ça, c'était dans les livres que ça se passait. Il y a aussi eu, comme j'ai dit, des impacts sur le politique lorsque, par exemple, les pères divorcés ont voulu faire changer les noms. Aujourd'hui, alors, il ne faut pas lier les deux mouvements, mais il y a quand même des liens. Quand on voit les mouvements contre l'avortement, bon, ben là, ça se transpose sur le côté judiciaire. Quand on voit les mouvements pour les droits des parents ou les droits des enfants trans, c'est comme vous le voyez, bon, ben là, ça se transfère sur le politique. Puis encore une fois, c'est pas les mêmes mouvements, mais il y a des vases communicants. Et donc, mais à mon avis, et aujourd'hui, le mouvement conservateur en général, sa principale force motrice, c'est les médias, c'est des intellectuels publics dans les médias qui influencent le politique. Ben, c'est ça que j'ai remarqué. Je t'entends parler, puis tu me dis, c'est beaucoup dans les médias. Quand tu me dis Andrew Tate, moi, la plateforme que je vois dans ma tête, c'est les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Exact. Est-ce que tu crois que... c'est une question qui vient de me passer par la tête. Là. Selon toi, est-ce que tu penses que si les médias n'avaient pas pris autant d'ampleur que ça, je parle de Instagram, TikTok et du contenu qui se diffuse à la seconde près, est-ce que tu penses que le discours aurait pu comme s'atténuer et que ça a contribué justement à prendre plus d'expansion, puis ça fait qu'il existe encore aujourd'hui? Écoute, entre moins 2200 et 2010, ça fait quand même 2200 ans d'existence sans les réseaux sociaux. Maintenant, c'est clair que les réseaux sociaux ont favorisé ça, parce que les réseaux sociaux, c'est un amplificateur. Donc, tous les mouvements sociaux qui existaient auparavant, s'ils réussissent à fonctionner sur les médias sociaux, ben là, ça prend une disproportion incroyable.
Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le moteur principal de ces mouvements-là. Toutes les communautés d'incels, c'est en ligne. Toutes les intellectuels publics, leur principale production, c'est en ligne. Donc, oui, les réseaux sociaux ont une importance, mais après, je pense que même sans les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont antiféministes et puis le mouvement aurait quand même passé par une autre manière. En 1989, il n'y avait pas les réseaux sociaux et ça n'a pas empêché tous les grands journaux québécois de l'époque d'écrire des éditoriales antiféministes et blâmant les féministes pour Polytechnique. Donc, voilà. Là, on parle pas de l'histoire et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des variations historiques du discours? Ouais. Je sais qu'on parle, mettons qu'on compare Andrew Tate puis quelqu'un, il y a 2000 ans, c'est sûr que la société était différente. C'est sûr qu'il y a des variations, mais ça serait quoi des variations du discours, justement? Alors, c'est sûr que, comme je te dis, juste quand on regarde les 20 dernières années, depuis 10 ans, le discours est vraiment entré en mode développement personnel. Ouais. Donc, dans le fond, ce qu'on dit, et puis, bon, Andrew Tate, il est très connu, mais aussi How to Beast, que le nom de la chaîne dit tout ce qu'il faut savoir, mais bref. J'ai maintenant un magnifique algorithme, hein, YouTube, c'est incroyable, j'ai plein de vidéos masculinistes qui me sortent sur YouTube. J'imagine. C'est incroyable, bref. Donc, ces gens-là, ils sont en mode développement personnel. Alors, ils disent aux hommes, allez, c'est le temps de se reprendre, vous allez pouvoir aller au gym, vous allez avoir plein de filles, plein d'argent, le gros char. Bon, ça, c'est assez récent, il y en a moins avant. Comme je te dis, il y a eu toute une période père divorcé. Dans les années 70, 80, 90, les principaux moteurs, c'est les groupes de pères divorcés. Ils ont énormément de ressources, énormément d'argent. C'est très organisé. Et à partir de ces groupes-là, vont émerger d'autres groupes différents. Mais dans les années 70, 80, 90, ça va être surtout ça. Bon, après, historiquement, c'est un peu difficile à dire. Par exemple, durant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'antiféminisme pour dire que les femmes avaient déstabilisé l'État et même les révolutionnaires étaient très frileux à accorder des droits aux femmes. C'est quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais. Et Napoléon qui arrive au pouvoir, qui va garder les principaux acquis de la Révolution française, des affaires comme ça, il va scraper complètement les droits des femmes. Ouais. Donc, tu vois, à cette époque-là, on était plutôt là-dedans. Donc, oui, il y a des variations historiques. Ça va dépendre de c'est quoi, entre guillemets, la mode du moment. Puis, aujourd'hui, la mode est au développement personnel. Donc, c'est ça qu'on voit. Je pense que tu as déjà répondu, mais les droits des femmes, après ça, tu m'as dit le développement personnel. Mm-hmm. Y a-t-il d'autres éléments qui reviennent souvent dans le discours ou c'est principalement ça? Alors, il y a tout le temps la fameuse allusion à l'homme des cavernes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on dit, regardez, il y avait les hommes qui chassaient les mammouths, les femmes qui faisaient la cuisine. C'était tellement mieux à ce moment-là. On est fait pour ça. D'ailleurs, on devrait tous revenir à ça. Alors ça, c'est toujours très, très intéressant. C'est l'élément classique. L'élément classique, ça a un fondement scientifique, entre guillemets, c'est la psychologie évolutive. Sauf que c'est très, 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 très simplifié. Et puis, c'est un peu, c'est une soupe qui est un peu indigeste. Mais donc, cet élément-là, il revient souvent. Alors, on va dire, voilà, vous avez la nature des hommes, la nature des femmes. Et puis, si on essaie de mélanger les deux, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un élément qui revient souvent. Et puis l'autre élément, j'en ai un peu parlé, c'est la question de la séduction. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. T'es Andrew Tate qui fait son pain et son beurre à dire aux hommes comment... Quand tu ouvres le site d'Andrew Tate, ça dit clairement « get bitches ». C'est pas plus compliqué que ça. Là. Donc, la question de la séduction, c'est aussi... Éric Zemmour a écrit un livre qui s'appelle « Le premier sexe » en 2006 où il parle exactement de la séduction. C'est un élément qui revient à travers. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, évidemment, si tu veux, le principal élément qui revient, c'est la haine des féministes et la haine des femmes en général. Y a-t-il également, justement, peut-être la notion chez... je sais qu'il y a souvent un stéréotype qui revient, mettons, c'est que les gars vont être moins à l'école. Mm-hmm. Décrochage scolaire et tout. Ça revient-tu dans ce discours-là, justement? Oui, ça revient. Alors, ça je l'aborde dans l'article. J'aborde 4 symptômes allégués. Donc, on dit, regardez ça, c'est la preuve de la crise de la masculinité. On a le taux de suicide qui est plus important chez les hommes. Okay. C'est factuel. Quand même. On a le cas du décrochage scolaire, c'est factuel aussi, autour de 40% supplémentaires. On a les pères divorcés et on a la question de la séduction. Pour aller rapidement sur la question du décrochage scolaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de décrochage scolaire chez les hommes. Il faut regarder pourquoi. Déjà, c'est une constance historique. Depuis la fin du 19e siècle, les statistiques montrent la même chose. C'est-à-dire que
les hommes décrochent plus de l'école que les femmes, même il y a 150 ans. Attends, même il y a 150 ans, même si depuis que l'école était plus accessible aux hommes? Alors, depuis que les statistiques viennent de France, là, donc depuis que l'école est publique, laïque et gratuite, donc c'est la fin du 19e, depuis ce moment-là, quand il y a des statistiques, on voit que les hommes décrochent plus. Les hommes ont en général moins d'éducation. Ensuite, il y a effectivement, à l'époque, il y avait plus d'hommes à l'université. Mais ça, c'est ce qu'on remarque souvent, en général, dans le cas des hommes. Et c'est malheureux, mais c'est le cas à l'université. C'est qu'on voit qu'il y a moins d'hommes qui vont se rendre à l'université que de femmes. C'est le cas aujourd'hui. Mais étrangement, dans les groupes de recherche, dans les chaires de recherche, dans les titres de professeurs, il y a plus d'hommes. C'est ça que j'allais dire. Moi, je regarde ma liste de profs, puis c'est pas mal majoritairement des hommes. Là. Exact. Et étrangement, c'est drôle parce qu'il y a plus de femmes à l'université. Mais souvent, on remarque ça. Ceci dit, pour la majorité des hommes, les hommes ont toujours davantage décroché au niveau scolaire. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, quand tu as un discours qui dit que la masculinité, c'est de se battre, c'est d'aller travailler, c'est pas d'être calme, c'est d'être affirmatif, c'est d'être indiscipliné, c'est d'être rebelle, ben, c'est sûr que l'école, c'est pas idéal. Bon, ensuite, il y a des gens qui disent, j'accepte moyen cet argument-là, mais je vais le dire, il y a des gens qui disent, et c'est vrai que les métiers d'hommes qui n'ont pas été à l'université sont mieux payés que les métiers de femmes qui n'ont pas été à l'université. Je dis, si aujourd'hui tu sors du secondaire et tu vas faire ton DEP, dans peu importe le domaine, ben, tu risques d'avoir une paye qui va être intéressante, alors que pour une femme, ben, il faut que tu ailles à l'université pour avoir la paye équivalente. Donc, ça encourage les femmes à aller plus à l'école. Maintenant, je dirais que c'est un des symptômes, mais encore une fois, on ne peut pas parler de crise parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Et puis, ça ne change rien au fait qu'ils vont faire plus d'argent après. Donc, c'est effectivement un élément que l'école est probablement un peu plus favorable aux femmes, aux jeunes filles qu'aux jeunes hommes. Ceci dit, c'est toujours étrange parce que les porteurs de la crise de la masculinité sont souvent les partisans d'une école traditionnelle, conservatrice, très disciplinée, avec le maître, là, très autoritaire. Et c'est ces écoles-là qui sont les moins bonnes pour les garçons. Donc, c'est un peu... C'est encore un peu contradictoire. Ben oui, c'est très contradictoire. C'est ce que je comprends. Plus tu m'en parles, plus on dirait que je me dis il y a beaucoup d'incohérences dans le discours. Il y a des énormes incohérences. Comment tu peux dire que Éric Zemmour, il dit la cause de la crise de la masculinité, c'est la féminisation de la société et le consumérisme avec la massification du divorce dans les années 70. Alors lui, il dit c'est ça qui a causé ça. Là. Donc là, maintenant, les hommes, ils sont castrés, c'est terrible. Là. Puis ça, c'est à cause de la massification du divorce et du capitalisme. Okay. Là, il faudrait juste lui expliquer que 200 ans avant, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait une crise de la masculinité. Ouais. Alors, même des gens que je vais dire que j'écoute avec attention et que je pense qu'ils disent des choses très intelligentes, comme Jordan Peterson. Quand son vidéo sur la crise de la masculinité, il nous explique de manière très compliquée, c'est Jordan Peterson quand même, il ne faudrait pas que ce soit simple, et il nous dit, dans le fond, l'éthos masculin est détruit parce que tu ne peux plus prédater sur la nature. Donc ça, c'est la crise climatique qui causerait la crise de la masculinité. Et parce qu'on dit aux hommes qu'il ne faut pas être riche. Être riche, c'est dévalorisé. Donc, lui, il pense qu'être riche, c'est dévalorisé. Bon, c'est intéressant. Alors, ces deux choses-là, ils sont apparus. La crise climatique, là, ça n'est pas apparu il y a 500 ans, cette histoire-là. Là. Donc, il y a des incohérences comme ça dans le discours qui, moi, me font penser que ce discours-là, il est fallacieux, il est faux. C'est ce que j'essaie de démontrer. Très intéressant, Jérémy. Merci, c'est super. Sur ça, on va prendre une courte pause. Ouais, je pense qu'on a besoin d'une pause. Ouais, on va prendre une courte pause, puis on vous revient bientôt sur les ondes de Chiz 94.3 à priori. Vous êtes de retour à priori sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis toujours accompagnée de Jérémy. Toujours là. Toujours. Aujourd'hui, on parle de le discours de la crise de la masculinité. Avant la pause, tu nous parlais plus comme les aspects théoriques. Puis tu nous as parlé un peu des arguments présents dans le discours. Tu as passé quand même vite. J'aimerais ça que tu prennes plus le temps de nous expliquer c'est quoi les arguments qui ressortent beaucoup de ce discours-là. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut
ce que moi j'ai constaté, c'est que dans les vidéos qui se nomment Crise de la masculinité ou qui abordent ce sujet-là, on passe très vite sur les causes et sur les preuves de la crise de la masculinité. C'est souvent genre We know we're in a masculinity crisis, look, men are this, and then we go to blaming Justin Trudeau. Bref. Donc, on prend très peu de temps à prouver le discours de crise de la masculinité et beaucoup de temps à blâmer. Dans les preuves qui sont présentées, on en a 4 qui reviennent. On a la question des taux de suicide. Oui. Alors, les hommes se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes. C'est excessivement difficile, le suicide. Et donc, il n'y a aucun suicide qui est acceptable, quoi que ce soit. Selon le discours, c'est ça? Ah ben, je pense que selon tout le monde. Non, je sais, c'est pas acceptable, mais... Exactement, mais le discours va... Je pensais que tu le disais de la manière comme... Parce que des fois, il y en a comme... On va renier cette personne-là. Fait que je pensais que c'était plus dans cet angle-là. Non, pas du tout. Non, c'est un fait. Là, les hommes se suicident plus que les femmes. Historiquement, c'est une constante, et puis à travers les cultures aussi. Maintenant, les masculinistes vont exploiter cette statistique-là pour dire que, voyez-vous, la société est terrible pour les hommes se suicident davantage que les femmes. La réalité, c'est que les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes. Sauf que les femmes réussissent moins parce que les hommes se servent de leurs armes à feu. Oh, OK. Et donc, en fait, c'est au contraire. Quand je parlais à Francis Dupuy-Derry, ce qui m'expliquait, c'est que pour lui, le fait d'être masculiniste, le fait de penser qu'il faut avoir une masculinité traditionnelle, c'est un élément de risque en cas de suicide, en cas de tentative de suicide. Ça veut dire que tu vas être plus porté à utiliser des moyens violents et donc tu risques plus de réussir. Donc, l'argument selon lequel le taux de suicide ferait que les hommes sont dans une souffrance incroyable, il ne tient pas vraiment la route. De la même manière, il y a davantage d'anxiété et davantage de dépression chez les femmes. Je ne pense pas que c'est à faire à la société. Je pense que les femmes sont, disons, psychologiquement plus portées à ces souffrances-là. Ouais. C'est ce qu'on voit en général dans les études. Ensuite, j'ai parlé un peu du taux de décrochage scolaire. Donc, je vais passer tout de suite au numéro 3, qui est le mouvement des pères divorcés. Parce que, tout simplement, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont avoir moins de temps avec leurs enfants et qui vont avoir à payer des pensions. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les groupes de défense des hommes divorcés, ils apparaissent non pas quand le divorce augmente. Donc, les années 60-70, aux États-Unis, le divorce augmente. Ouais. Les groupes apparaissent pas. Fin des années 70, la loi sur les pensions arrive. Donc là, les hommes sont obligés de payer des pensions aux femmes. Pour les enfants, les groupes de divorce arrivent. OK. Alors, c'est vraiment une réaction au fait que maintenant, il y a des lois qui font que les hommes qui ont fait des enfants et qui n'ont plus leur enfant ou qui ont leur enfant 2 jours par semaine ou 2 jours par quinzaine, eh bien, ces pères-là, ils doivent payer une pension alimentaire à leurs femmes. Depuis que ces pensions-là sont arrivées, on a des groupes d'hommes divorcés qui sont apparus. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un nombre incroyable de divorces par année en Occident. Il y en a un petit nombre qui est conflictuel. Sur ce petit nombre conflictuel, là, les statistiques sont excessivement complexes parce que ça varie dans tous les pays. Donc, j'ai pas le livre de Francis Dupuy-Derry devant moi, donc je vais pas donner de chiffres pour pas dire n'importe quoi. Mais c'est un peu ça. C'est ça. Donc, tu as un petit nombre de divorces conflictuels. Sur ce petit nombre de divorces conflictuels-là, la large majorité des cas, la garde est accordée majoritairement à la femme. Ouais. Mais, dans la très large majorité des cas aussi, les pères ont accès à leur enfant au moins 2 jours par quinzaine. Et dans les cas où vraiment l'homme n'a pas accès à la femme, l'homme n'a plus accès aux enfants, là, c'est très rare. Là. Il y a au-dessus de la moitié des cas où l'homme ne prend même pas la peine de se présenter à l'audience. Donc, c'est pas vrai qu'il y a un système judiciaire avec des juges féministes qui enlèvent les jeunes aux enfants, ou les jeunes aux parents. Maintenant, comme je le dis en introduction, il y a énormément malheureusement, de mariages qui finissent mal, d'enfants qui se retrouvent pris à travers ça, et il y a aussi davantage de négligence parentale du côté des pères. Et il y a davantage de femmes qui sont prêtes à avoir les enfants plus longtemps. Donc, c'est largement pour ça que les femmes ont plus souvent les enfants que les hommes. C'est parce que finalement, il y a un accord mutuel à ce niveau-là. Donc, ça, c'est sur le cas des pères divorcés. Et je finis sur le cas de la séduction. Alors, il y a tout le temps cette prétention-là, comme je l'ai dit plus tôt, qu'on n'est plus capable de séduire.
Et ça a des répercussions terribles avec les communautés incels, qui sont des communautés très violentes. Alors, moi, en tant qu'homme de 19 ans, je suis directement concerné. Et c'est vrai que c'est très tentant de se dire, ben voyons Chris, comment ça, j'ai pas de blonde? C'est sûrement parce que les féministes font que on n'est plus capable de séduire. Sauf que, en fait, ce que je ferais en faisant ça, c'est que j'aurais une souffrance, qui est mon envie d'avoir une blonde, et pas seulement une blonde. Je veux dire, l'ambition en termes d'aventure sexuelle, elle peut être complètement folle avec l'influence de la pornographie, l'influence du film, l'influence culturelle, ça peut être une grosse ambition. Ça peut être large, là. Ça peut être large. Et donc là, moi, j'ai cette souffrance-là, et là, je blâme les autres parce qu'ils veulent pas. Sauf que, si vous voulez, la sexualité et le fait d'être en couple, c'est une affaire de consentement. Ouais, à la base. À la base. Et donc, de dire, si une personne ne veut plus coucher avec moi, ou veut pas coucher avec moi, ou veut pas être en couple avec moi, ben c'est parce qu'elle veut pas. C'est pas parce que les féministes lui ont dit qu'il fallait faire ci ou faire ci ou faire ça. C'est juste que je suis pas dans ses intérêts, bref, peu importe. Et donc, c'est très, très, très pernicieux, en fait, de dire que les hommes auraient droit à une sexualité que les féministes auraient enlevée. Ça revient un peu à dire que on naîtrait avec un droit à la sexualité comme on voudrait. C'est un peu une forme de droit de cuissage moderne. Ça fait pas énormément de sens. Et puis, dans le mouvement masculiniste, il y a énormément d'appels à comment c'était mieux avant la sexualité. Et là, je vous cite une phrase du Suicide français, le livre d'Éric Zemmour, qui est sorti en 2011. Et là, quand j'ai lu cette phrase-là, je l'ai lu 3 fois. Il nous dit, de manière non ironique, en parlant des banlieues françaises des années 70, quand le jeune chauffeur de bus glisse une main concupiscente sur un charmant jeune fessier féminin, la jeune femme ne porte pas plainte pour harcèlement sexuel, la confiance règne. Ça, c'est ce qu'Éric Zemmour souhaite. OK. Ça, c'est ses bons souvenirs. Ça, c'est ses bons souvenirs des années 70 en France, quand tu pouvais agresser sexuellement des gens sans avoir de problème. C'est assez problématique. Ouais. Et c'est une vision de la sexualité qui est peut-être pas celle qu'on souhaite en ce moment. Cela étant, et j'en parle dans la dernière partie de mon article qui se porte sur les terreaux fertiles à la crise de la masculinité. Et dans ces terreaux fertiles-là, j'identifie le malaise en termes de sexualité qu'ont beaucoup de jeunes hommes comme étant un levier facile à empoigner pour vendre des livres, pour faire des vues sur Internet, pour avoir des votes. Maintenant, c'est quand même pas la faute des femmes s'il y a beaucoup de jeunes hommes qui veulent coucher avec beaucoup de filles. Et puis, c'est un peu ça le truc. Et puis, je vois pas en quoi est-ce que on pourrait marier ça avec l'importance du consentement. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de lien, encore une fois. Ben non, c'est ça. Il y a une certaine incohérence. Là. Ben oui, exact. Et puis nous, on peut avoir une souffrance, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui souffrent de leur sexualité. Il y a quand même une inégalité dans l'orgasme qui est incroyable. Là. Les hommes ont en moyenne beaucoup plus d'orgasmes dans leur vie que les femmes. On n'entend pas les femmes se plaindre. Bon, on les entend, mais ils font moins de vues sur Internet. Et donc, on peut pas juste blâmer, encore une fois. S'il y a une souffrance qui existe, il faut s'occuper, adresser un anglicisme. Il faut s'occuper de la souffrance, mais il faut pas dire, regardez, il y a une souffrance, là, c'est la faute des féministes, puis moi, je vais vous donner une formation pour comment flirter, là, ça va être incroyable, là, vous payez 1000$. C'est ce que beaucoup de YouTubers font. Oui. Tu sais, je vois ton opinion là-dessus. T'aurais-tu, mettons, des solutions, mettons, par rapport à... Oh. Oui, à ce discours-là? Ouais. Ou... Tu sais, parce que c'est triste, là, tu sais, je t'entends parler, puis tu me dis des affaires que j'ai comme déjà entendues dans ma vie sans savoir que ça contribuait nécessairement à ce discours-là. Non, moi aussi. Puis tu m'en parles, puis je réalise que c'est vraiment encore présent aujourd'hui dans la société. Ce serait quoi, mettons, des attitudes à adopter ou peut-être des solutions par rapport à ce discours-là? Alors, je vais être ces arguments-là, dans le fond. Je vais être décevant. J'ai pas encore trouvé la solution. Bon. Déjà, il y a les commentaires qu'on entend dans la vie de tous les jours. Ouais. Du genre, les femmes aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Bon, contre ça, c'est souvent des gens qu'on aime. C'est des oncles, c'est des frères, c'est des chums. Beaucoup. J'ai fait des vox pop à l'Université Laval. Puis le nombre de filles que je disais, vous êtes féministe? Oui.
Puis êtes-vous en couple? Oui, oui. Puis votre chum? C'est rough. C'est rough. Disons qu'il y a encore du travail à faire. Et donc, c'est un peu c'est la difficulté du féminisme comme combat social parce que finalement, tu te bats pour obtenir des gains auprès de ton mari, de ton père, de ton frère, de ton... Bon. Et donc ça, alors moi je veux dire que c'est très compliqué et que je comprends très bien qu'au souper de Noël, tu n'as pas envie de faire une thèse sur le discours de crise de la masculinité quand ton oncle, il te dit que « Ah, et toi, là, c'est normal que tu n'aies pas de blonde, les femmes aujourd'hui, c'est toute la calice de merde. » Donc, malheureusement pour ça, je vais vous laisser à vous. Bon, sur les intellectuels publics qui disent ça, sur Mathieu Bock-Côté qui fait des chroniques sur ça, alors là, la seule chose qu'on peut faire, c'est produire des choses qui pénètrent dans l'espace public et qui ont un impact opposé. Donc, quand tu as, par exemple, quelqu'un comme Francis Dupuy-Derry qui va donner une interview à la chaîne YouTube Thinkerview, il fait 400 000 vues sur la crise de la masculinité, ben, ça a un impact. Quand tu as Mélissa Blais qui vient à Tout le monde en parle avec Léa Carrier, qui ont fait un reportage à la presse, sur les jeunes garçons qui sont endoctrinés par Andrew Tate, ça a un impact. Les gens parlent, les gens comprennent. Quand tu as des sorties de politiciens qui disent l'aliénation parentale, ça vaut pas la peine, qui disent que les droits des femmes, c'est important, ben, ça a un impact. Ensuite, ben, ça reste un combat politique et donc tu vas gagner des batailles, perdre des batailles. Malheureusement, c'est un peu ça qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Moi, je pense que tu peux très rapidement et très gentiment dire à quelqu'un dans ton entourage « Ah, c'est vrai que les hommes se suicident plus, mais il ne faut pas oublier que les femmes font 2 fois plus de tentatives de suicide. » Ça se place quand même bien dans une conversation et puis ça permet de replacer les choses. Mais là, après, c'est un peu ça qui est ça. C'est encore d'être patient, là, comme je dis, quand je reçois des invités qui me parlent de sujets de mouvement social, puis c'est pas avec notre mentalité de s'informer aussi, de comme prendre plus conscience de ce qui se passe autour de nous, pas, puis plus être ouvert d'esprit, si je peux dire. Oui, exact. Et puis aujourd'hui, il faut comprendre que, et ça j'en parle aussi, c'est mon deuxième terreau fertile, c'est que ce discours-là de crise de la masculinité, il s'inscrit dans une vague plus grande que moi j'appelle, mais c'est un terme que moi j'utilise, là, ça n'engage pas personne, qui est la guerre culturelle. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un mouvement à la fois conservateur et on a un mouvement progressiste qui se livre une guerre culturelle sur plein d'enjeux qui ramènent finalement au même sujet. Alors, quand on parle de théorie du genre, quand on parle d'immigration, quand on parle d'écologie, quand on parle des élites, quand on parle de sommet économique à Davos, des affaires de même, quand on parle de masculinisme, d'avortement, donc tous ces sujets-là, ils se retrouvent dans les mêmes logiciels de pensée et tu as les mêmes interlocuteurs qui s'affrontent sur ce même sujet-là. Et donc, ça donne de la force au discours de crise de la masculinité parce qu'il dit, ben regardez, c'était mieux avant, hein? On pouvait avoir des chars puis polluer. Ben oui, c'était mieux avant. Puis c'était mieux avant, il n'y avait pas d'immigrants. Puis c'était mieux avant, les femmes étaient des femmes. Alors là, ça devient très, très, très facile de juste dire bang, 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 c'était mieux avant. Puis c'est ce que Francis Dupuy-Derry appelle ça la compatibilité des logiciels de pensée. OK. C'est-à-dire, c'est quand finalement tu as le même raisonnement logique, puis tu fais juste changer des mots et puis tu le répètes. Donc, au final, tu dis la même chose. Oui, tu dis la même chose. Okay. Et puis, il faut pas... Les conservateurs ont ça, mais il y a aussi des progressistes qui sont en guerre culturelle. Là. Pour moi, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, des gens comme Justin Trudeau, des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, c'est des gens qui font la même chose. C'est-à-dire qu'ils disent que il faut les opprimer contre les oppresseurs, la lutte des classes, et puis qui disent la lutte des classes, c'est bon en économie, donc les pauvres contre les riches, c'est bon en couleur de peau, les noirs contre les blancs, c'est bon en sexe, les femmes contre les hommes. Et donc, tu as exactement le même système-là, mais ces deux grandes oppositions-là, ils se renforcent les uns les autres, et c'était toujours plus fort quand tu vas à la bataille avec plusieurs personnes. Avant le début, avant la pause, puis au début de l'émission, tu nous as mentionné le terme populiste. C'est quoi tu veux dire par un discours populiste? Ouais. Pour moi, ce discours-là, s'il est si populaire, c'est parce qu'il y a une interaction entre des émetteurs de discours, donc des gens comme Jordan Peterson, comme Andrew Tate, comme Ben Shapiro, et des gens qui lisent les livres, qui écoutent les vidéos, qui écoutent les podcasts.
dans cette dynamique-là, j'appelle ça un discours populiste parce que des gens vont identifier une souffrance réelle, l'amplifier et la rediriger contre quelqu'un. Et c'est un peu le modus operandi du populisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'avoir une analyse, au lieu d'essayer de comprendre, au lieu d'essayer d'expliquer aux gens, au lieu d'expliquer de trouver des solutions concrètes, on finit par dire « Regardez, vous allez mal, puis parce que vous allez mal, c'est à cause de ces personnes-là, et puis c'est terrible. » C'est pour ça qu'il fonctionne si bien, à mon avis. C'est parce que ce discours-là, finalement, il satisfait tout le monde. Les gens qui écoutent ce discours-là sont rassurés, ils ont entendu ce qu'ils voulaient entendre. Voilà. Les gens qui émettent ce discours-là font des vues, obtiennent des votes, vendent des livres. Et dans cette interaction-là, le discours, il se nourrit lui-même, et puis il survit, et puis il prospère. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un discours populiste. Encore une fois, moi, j'ai été un peu insatisfait par la manière avec laquelle les experts en sciences politiques décrivaient ce discours-là. Parce que dans le fond, ce que disaient Francis Dupuy-Déry et Diane Lamoureux, c'est qu'on est essentiellement dans une lutte contre les femmes. Donc, les émetteurs du discours veulent faire reculer les droits des femmes, veulent faire reculer le féminisme. Et je suis d'accord pour les émetteurs du discours. Mais les gens qui lisent les livres, les gens qui écoutent les vidéos, les gens qui écoutent les balados, ils sont quand même pas chez eux en train d'écouter le vidéo en se disant « J'écoute ce vidéo-là pour lutter contre les femmes. » Là. S'ils écoutent le vidéo, c'est parce qu'ils ont un intérêt personnel à écouter ce vidéo-là. Quel est cet intérêt personnel-là? Pour moi, c'est cette espèce de rassurement, cette espèce de bien-être qu'ils ont à se faire dire ce qu'ils veulent entendre. Et c'est là où le populisme entre en jeu. C'est pas juste un mouvement de lutte, c'est un mouvement qui est en interaction, c'est ça, avec les gens qui l'écoutent et qui le nourrit. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour résumer, si je comprends, oui. Toi, Jérémy, qui écoutais des vidéos dans ton appart ou dans ta maison, peu importe. Exact. Parce que tu étais concerné par le sujet, mais c'est pas quelque chose qui te venait te chercher dans le sens que tu voulais prendre part, ne faisait pas en sorte que ça contribuait au populisme. C'est un peu ça. Si je comprends bien. C'est exact. C'est-à-dire que moi, c'est quand même assez étrange de penser que quelqu'un qui écoute un Reels de Andrew Tate, il écoute le Reels d'Andrew Tate pour lutter contre les femmes. C'est-à-dire qu'il est là, puis là, il swipe toutes les Reels pour faire des vues en se disant que plus il y a de vues, plus les femmes vont reculer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il aime ce que le Reels lui dit. C'est ça. Est-ce que ça existerait, le discours masculiniste non populiste? Alors oui, moi je pense que oui. Je pense que tu peux avoir un argumentaire qui consiste à dire que les femmes doivent avoir moins de droits et qui n'est pas forcément ce côté populiste-là. Par exemple, je ne pense pas que des discours qui consisteraient à dire que les femmes doivent avoir le plus d'enfants possible, que l'avortement c'est mal parce que Dieu l'a dit. À mon avis, si tu dis l'avortement c'est mal parce que Dieu l'a dit, t'es pas forcément dans une posture populiste. C'est-à-dire que tu vises pas à rassurer quelqu'un, c'est juste que dans ta foi, tu y penses. Donc là, ça pourrait fonctionner. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le discours, il est largement populiste. Et c'est pour ça à mon avis, c'est pour ça qu'il fonctionne. C'est comme ça. Les discours populistes ont toujours fonctionné dans l'histoire. Donc c'est comme ça. Selon toi, dans le futur, ça s'en va où, ce discours-là? Je sais pas, mais il peut y avoir plein de choses. C'est sûr que on est dans un moment, à mon avis, d'instabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu, à mon avis, beaucoup de gains dans les dernières années. Il y a eu une libération de la parole sur les cas des agressions sexuelles. Il y a eu au niveau des minorités sexuelles beaucoup d'avancées. Et là, on est dans un mouvement de ressac. Alors, où est-ce que va s'arrêter le mouvement de ressac? Ça va dépendre de qui est élu aux États-Unis, de qui est élu au Canada. Ça va dépendre de comment les autres éléments du discours évoluent. Si jamais si jamais les autres sujets tendent à disparaître, ce qui est quand même peu probable, ça me surprendrait que la crise climatique disparaisse, ça me surprendrait que soudainement il n'y ait plus de problèmes migratoires. Mais on peut imaginer ça. Et puis après, il y a tout le temps, il ne faut pas dramatiser. Là. Quand tu fais des recherches sur un sujet, tu t'y engages à 100%, puis là, tu arrives à la radio, puis là, tu dis c'est la catastrophe, le discours de crise de la masculinité, préparez-vous.
Bon, moi, je vous le dis, là, il n'y a pas de panique, là. Donc, c'est là, ça vient, ça va. Il faut l'analyser. Puis après, il faut voir comment est-ce que ça va évoluer dans le futur. Et puis, surtout, comment est-ce que aujourd'hui, les pas que prennent les masculinistes vont donner des résultats. C'est-à-dire que est-ce qu'on va voir le droit à l'avortement révoqué dans plusieurs pays? Donc là, on a eu les États-Unis. Ouais. Bon, la France l'a constitutionnalisé il y a quelques semaines. OK. Comment est-ce que les questions de genre vont être traitées? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'États dans le monde où il y a des restrictions au niveau des questions de genre. C'est un peu ça que j'aurais à dire. Super. Je voulais savoir, on l'a nommé au début de l'émission, c'est toi qui es à la tête du Socialium, qui est la revue des sciences sociales. Mm-hmm. Puis, justement, tu as décidé que cette édition allait porter principalement, allait porter sur le discours de la crise de la masculinité. Je pense que tu nous as parlé un peu de quoi ton texte allait parler, mais on peut s'attendre à quoi en lisant cette revue-là, justement, qui porte sur ce thème-là? Alors, on est en train de faire l'édition. On a fini de reçu les textes. On a reçu plusieurs beaux textes. Donc, on est très heureux. Je fais ça avec 2 amis, avec Philippe Meunier, qui est en anthropologie, et Hilary Vallière, qui est en criminaux. Et donc, vous allez avoir... Mon texte, c'est le premier, ça devrait être le premier dans la chose. C'est une analyse du discours de la crise de la masculinité. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça va se retrouver sous forme de texte. Donc, ça va être un peu plus développé. Il va y avoir des statistiques. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais nous dire, justement, sur ton texte qui va se retrouver là-dedans? Oui, par exemple, je vais aborder très certainement plus en profondeur toute la question de l'histoire du mouvement et toute la question de comment est-ce que, et puis un autre sujet, comment est-ce que le mouvement a évolué dans le temps. Et une autre chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est ce que j'appelle la multiplicité des causes. C'est-à-dire que plusieurs masculinistes pointent plusieurs causes différentes pour la crise de la masculinité. Donc, j'ai dit qu'Éric Zemmour, il disait que c'était le capitalisme et la massification du divorce. Mais Jordan Peterson, il nous dit que c'est la crise climatique. Et puis, d'autres personnes nous disent que c'est, par exemple, Andrew Tate, sa thèse, c'est maintenant les hommes ont le droit de pleurer, ont le droit d'exprimer leurs émotions, et donc ça les nuit. Alors là, on a plein d'acteurs qui nous sortent des causes complètement différentes. Donc, c'est quand même étrange d'avoir un phénomène, mais plein de causes contradictoires. Donc ça, je l'aborde plus en profondeur dans le texte. Et puis après ça, mon texte est divisé en 2 parties. Donc, il y a toute la première partie qui est la réfutation du discours, puis la deuxième partie qui s'intéresse au discours populiste, justement, où là, je vais aller plus en profondeur à expliquer pourquoi est-ce que c'est un discours populiste et justement, quels sont les terreaux fertiles dans lesquels ce populisme-là s'exprime. Donc, ça va être un peu ça. Et puis après ça, pour le reste de l'édition, on a 4 autres textes sur le sujet de la crise de la masculinité, une nouvelle, et puis après ça, sinon des analyses selon les auteurs et les autrices. Super. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous parler justement un peu, tu as mentionné que tu abordais l'évolution du mouvement. Ouais. Tu peux-tu un peu nous en parler? Je sais qu'on a parlé un peu de l'entre-guerres tantôt. On a parlé aussi de comment c'est parti dans à peu près 2000 ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous mentionner avant de conclure l'épisode? Oui, j'irais avec un peu d'espoir, si vous voulez, parce que c'est un peu toujours bleak quand on fait ce genre d'analyse-là. Ouais. Quand j'ai parlé à Diane Lamoureux et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle voyait l'évolution historique, elle était plutôt positive. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'en 1989, quand il y a eu Polytechnique, et quand il y a eu cette avalanche de textes-là où on disait c'est la faute des femmes, les féministes étaient, selon elle en tout cas, complètement désarmés. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils étaient sur la défensive. Ils ne comprenaient pas. Il y en a plusieurs qui se sont sentis mal qu'un homme ait tué autant de femmes. Et ce qu'elle dit, c'est que ça n'arriverait plus aujourd'hui. Depuis 30 ans, les féministes ont compris ce qui se passait. Il y a des livres qui se sont écrits, il y a des recherches qui ont été faites. Et le mouvement est beaucoup plus outillé pour faire face aux vagues de critiques masculinistes. Ce qui fait que... Oui, il est plus outillé à cause des textes ou... Il est plus outillé parce qu'on comprend mieux comment ça fonctionne. Okay. On l'a vu. C'est-à-dire que là, ils se sont fait avoir. Concrets. Voilà, ils se sont fait avoir en 89. Là, la déferlante de textes sur le sujet, dans les journaux, dans les médias, les chroniques, machin. Et aujourd'hui, quand Mathieu Bocoté écrit une chronique où il dit qu'à force de détruire la masculinité, on se retrouve avec Andrew Tate, les féministes, ils comprennent ce qui se passe, ils savent comment répondre, les médias ont été conscientisés, on n'a plus la même naïveté, si tu veux. En tout cas, le mouvement féministe est plus outillé à lutter contre le discours de crise de la masculinité aujourd'hui qu'il l'était il y a 30 ans. Donc ça, c'est quand même positif.
C'est un peu ça. Et puis il faut au Québec, très clairement, le point de départ pour la recherche en crise de la masculinité, et je le rappelle, le Québec, vraiment, les plus grands chercheurs, ils sont québécois au niveau des crises de la masculinité. Okay. C'est eux qui ont mené la charge à ce niveau-là, et ça vient de Polytechnique. Polytechnique, ça a été l'élément fondateur qui a fait que là, ils se sont dit, là, ça peut pas. C'est quoi cette affaire-là de dire que c'est la faute des femmes? Pourquoi? C'est sûr que je peux comprendre le point, là. Veux pas, tu sais, Québec, on est quand même une région assez tranquille, si je peux dire. On se fie aux États-Unis, ça brasse beaucoup. Mm-hmm. La sécurité est vraiment plus faible là-bas. Je peux comprendre le point que, justement, un événement de même m'a amené à se poser plus de questions et tout, parce que c'était quelque chose d'énorme. Là. Puis encore aujourd'hui, quand tu repenses à ça, c'est encore énorme là, ce qui s'est passé. Là. Mm-hmm. Et puis la lettre du tueur est très, très, très explicite. Il nous dit « Cet assassinat est un assassinat politique. Les femmes ont gâché ma vie. Il faut lutter contre les féminismes et donc j'ai décidé d'assassiner des femmes. » Donc, c'était explicite dans sa lettre de suicide. C'était un acte politique et il fallait le comprendre. Donc, ça part vraiment de... Oui, ça part de là. De la Polytechnique, puis après ça, ça a évolué. Oui, ça a évolué. Il y a eu plein de chercheurs qui ont travaillé. Aujourd'hui, il y a plein de thèses qui s'écrivent sur la question de la crise de la masculinité. Et puis, c'est assez intéressant de pouvoir... Moi, quand j'ai écouté l'épisode, quand j'ai écouté Francis Dupuy-Derry sur Thinkerview, je me suis dit, c'est incroyable, un chercheur québécois qui vient faire 400 000 visionnements sur une chaîne française à parler de crise de la masculinité. C'est fou. Et puis, j'ai pu le rencontrer j'ai écrit un courriel sur son adresse courriel de l'UQAM. Il m'a répondu 2 semaines après. Il m'a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, on va faire une entrevue. Je l'ai eu en Zoom pendant une demi-heure, on s'est jasé. Donc, il y a une proximité et puis ça le rend agréable. C'est quand même, ça le rend le truc plus le fun. Là. Mais sur ce, merci beaucoup, Jérémy. J'en ai vraiment beaucoup appris. Puis, pour ceux qui nous écoutent, on se dit à bientôt, à priori, sur les ondes de Chiz 94.3.